de l'Université de Bdjaïa a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, en mode distanciel, notre compatriote, collègue et ami, Dr Abderrahmane Bessaha, expert senior au Fonds monétaire international, pour nous animer une visioconférence sur la situation macroéconomique de l'Algérie de 2014 à 2021, évolution et perspectives. En vrai, Dr Bessaha n'est pas à présenter, tant il est connu par ses interventions régulières, pertinentes et éclairantes dans les médias. D'abord pour analyser la crise économique qui frappe l'Algérie et ensuite pour faire des propositions de sortie de crise. Néanmoins, sans être exhaustif, je vais tout de même tenter de retracer très brièvement quelques étapes de son parcours. Abderrahmane Bessaha est docteur d'État et sciences économiques, ingénieur en organisation et diplômé pour les interventions sur les pays fragiles et en post-conflit. Il a une très riche expérience professionnelle. D'abord en Algérie, il a travaillé dans les domaines diplomatiques, académiques, industriels, commercial et bancaire entre 1970 et 1975 et entre 1981 et 1988. À l'étranger, il a travaillé en qualité de membre du staff du Fonds monétaire international de juin 1989 à décembre 2020 à Washington DC, aux États-Unis. Il a occupé de nombreuses positions de responsabilité pays. Macroéconomiste principal et chef de mission au niveau de divers départements géographiques du FMI, il a suivi des économies de divers pays en Afrique, Moyen-Orient, Asie, Europe, Amérique du Sud et Caraïbes. Spécialiste des pays en développement, fragiles et post-conflit, il a suivi entre autres les économies de l'Afghanistan, Haïti, Rwanda, Burundi, Congo-Brazzaville, Soudan, Sud-Soudan, République centrafricaine et Timor-Leste. Il a fait de nombreuses interventions pour la mise en place des programmes d'ajustement macroéconomique et structurel au niveau des pays émergents. Il a fait des missions d'assistance technique en Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Amérique latine, Caraïbes, dans les domaines budgétaires, de la balance des paiements, des comptes nationaux et de la dette extérieure. Il a enseigné le cours de programmation financière à la base des programmes de redressement macroéconomique des pays, au niveau des instituts régionaux du FMI à travers le monde. Il a été conseiller spécial dans le domaine macroéconomique et des réformes structurelles en République centrafricaine, Cameroun, Haïti, Afghanistan, Chili. Il a été visiting professor de politique macroéconomique en Algérie de 2018 à 2021 et visiting professor dans les universités du Maryland et de la Virginie aux États-Unis. Il a aussi de nombreuses publications sur de nombreux pays, le Rwanda, le Cameroun, Burundi, Tchad, Afrique de l'Est et du Sud, Madagascar, Djibouti, Afghanistan, Congo, Haïti, Soudan, République centrafricaine et Algérie, entre autres. Il a participé à la rédaction de nombreux rapports pays, articles d'analyse sur diverses questions économiques importantes, notamment sur les politiques macroéconomiques dans les pays fragiles, les questions de viabilité budgétaire à moyen terme, les subventions aux produits pétroliers, les réformes structurelles et la programmation financière. Il a en tout évalué, si je ne m'abuse, plus de 150 pays au titre de ses missions pour le compte du FMI. Enfin, il a aussi beaucoup activé dans la société civile aux États-Unis. Voilà, j'ai dressé un portrait très bref du conférencier, donc Dr Bessaha, à qui je donne la parole tout de suite pour commencer donc sa conférence sur la situation macroéconomique de l'Algérie de 2014 à 2021, évolution et perspectives. Dr Bessaha, vous avez la parole et si vous voulez ajouter quelque chose à votre CV, ça sera avec plaisir. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Le micro.
Activez votre micro. C'est vrai. Ok, c'est bon? Vous m'entendez? 5 sur 5. Professeur Yaya ici, bon après-midi. Professeur et doctorant, bon après-midi. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Je regrette tout simplement de ne pas être dans la ville de Béjaïa, que j'adore. Mon dernier voyage était en 2017. J'ai passé quelques jours dans cette belle ville où les gens sont extraordinairement charmants. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. En tout cas, merci pour cette invitation de nous. Alors, en tant qu'observateur de la scène économique algérienne que je suis depuis de longues années, y compris à l'étranger, parce qu'on se dit toujours à l'étranger on oublie le pays, mais je crois que le cœur nous rattache toujours. Alors, je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le pays depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on observe? On observe tout simplement aujourd'hui, au début 2021, une économie fortement déséquilibrée, une économie avec des rigidités structurelles et une économie qui ne dispose pas de vision à long terme. Alors, ça c'est le premier élément. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des déficits du budget et de la balance des paiements qui sont colossaux, de l'ordre de 15 à 16%. Ça, c'est le cœur du problème. Nous avons aussi une croissance qui est extrêmement faible. Disons, pendant une dizaine d'années, tournée autour de 3%. Aujourd'hui, elle est négative du fait de la récession, etc. Donc nous avons une économie déséquilibrée. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord deux chocs considérables. Le choc pétrolier de mars 2020 et la pandémie de mars 2020 qui se sont combinés pour vraiment endommager l'économie algérienne qui était déjà déséquilibrée. Elle était déjà déséquilibrée parce que le choc pétrolier de 2014 a été très mal géré. Nous reviendrons plus tard sur cette affaire-là. Alors si nous regardons la situation en 2019 déjà, faute d'une gestion rationnelle du choc pétrolier 2014, les déséquilibres étaient déjà assez conséquents, puisque le déséquilibre de la balance des paiements est environ 9,9, tandis que le déséquilibre du budget est de 9,5. Déjà, ce sont des niveaux de déséquilibre qui sont beaucoup très loin par rapport à la norme. Le choc pétrolier et le choc sanitaire ont encore aggravé ces déséquilibres. Ils ont été aggravés. Je comprends parfaitement que des chocs d'une telle nature puissent être très dommageants et l'Algérie n'est pas le seul pays, bien entendu, qui a subi ces dommages. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'il n'y a pas eu de relance. La relance budgétaire qui avait été inscrite dans la loi de finances complémentaire de 2020 est extrêmement insuffisante puisqu'elle porte sur un montant de 70 milliards de dinars, c'est-à-dire 0,6% du PIB et 0,6% du PIB, avec un ciblage plus ou moins, je dirais, approprié des mesures. Ce n'est pas un plan de relance qui puisse asseoir une certaine reprise de la récession. Je rappelle que le taux de croissance à fin 2020, d'après mes calculs, est de moins 10%. C'est le premier élément. Le second élément, c'est que la réponse à la crise n'a pas été une réponse cohérente, globale. Elle a été une réponse fragmentée de la part des autorités. Une réponse fragmentée en matière de gestion de crise macroéconomique, c'est vraiment l'approche la plus, je dirais, la plus mauvaise et celle qu'il faut éviter. Deuxième élément, vous avez un plan de relance dans la loi de finances initiale de 2020. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un rattrapage, mais la relance budgétaire dans la loi de finances initiale pour 2021, c'est une relance qui est très faible aussi, qui a un montant de 50 milliards, 0,3% du PIB de l'Algérie, un ciblage aussi qui était plus ou moins, qui laisse plus ou moins à désirer, l'un dans l'autre, absence de plan de relance, absence de flexibilité structurelle dans l'économie. Nous avons une économie qui est fortement rigide. Absence de vision à moyen terme. Absence, je dirais, de ressources conséquentes, soit sur le plan interne, soit sur le plan extérieur. Donc, l'observateur qui jette un œil sur l'économie algérienne voit qu'il y a une économie fortement déséquilibrée, avec des impacts considérables sur les équilibres macroéconomiques, sur la croissance, sur les secteurs extérieurs, sur la dette, etc. Mais surtout, il y a une absence de perspective à moyen terme. Et sur absence de plan qui puisse combiner la phase d'urgence
qui a été demandée par la pandémie et la phase de relance qui est nécessaire pour faire repartir l'économie une fois que la pandémie est terminée. Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en termes de ressources, il y a absence de ressources domestiques, puisque la fiscalité a pris un coup en raison de la récession que j'estime à 10% de recul en 2020, mais aussi une absence de ressources extérieures qui commencent à se raréfier. Alors, quels sont les risques? Les risques aujourd'hui sont des risques d'abord d'une crise de change possible en 2022, puisque nous avons 44 milliards de dollars de réserves à fin 2020, ce sont les chiffres officiels. Nous avons des importations même comprimées de 32, ce qui fait qu'en 2022, nous risquons de commencer l'année avec un montant de réserve qui est d'à peu près 12-15 milliards jusqu'à 20 milliards, disons, mais ce qui est largement inférieur par rapport aux importations comprimées de l'Algérie qui sont de 30 à 32 milliards de biens et services. Voilà un peu la situation. Alors, ça c'est un peu les risques que nous voyons. Mais face à ces risques, il n'y a pas de construction d'une stratégie à long terme avec un plan d'action qui devrait permettre à l'Algérie de faire face à cette crise. Parce que l'Algérie n'a pas d'autre alternative. Au jour d'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas d'alternative que de prendre des réformes. Et pas prendre des réformes pour, je dirais, mettre sur pied le modèle rentier qui a montré toutes ses limites, mais pour refonder l'économie. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes arrivés au point où nous avons reculé les réformes, et les réformes sont aujourd'hui incontournables, mais en même temps, elles sont absolument, je dirais, douloureuses, et elles vont prendre du temps. Ce qui fait que, pour pouvoir faire face à la crise économique, en un mot commençant, il va falloir bien entendu une nouvelle gouvernance politique, parce que la gouvernance politique implique une nouvelle façon de voir la gestion économique, de nouvelles idées, mais surtout une crédibilité vis-à-vis de la population qui a besoin d'être informée, qui a besoin d'être aussi accompagnée dans la sortie de la crise. Voilà un peu sur le plan globalement synthétique, sur le regard qu'on peut porter de loin, ou même j'imagine d'Alger aussi, sur la situation économique du pays. Extrêmement difficile, et qui aura besoin de mesures extrêmement, je dirais, ambitieuses, cohérentes, globales et installées sur le temps. Alors, la crise, je disais, la crise avant les chocs pétroliers et les chocs sanitaires, l'économie était déséquilibrée. Pourquoi elle était déséquilibrée? Parce que la crise de 2014, le choc pétrolier, a été très mal géré. Le choc de 2014, c'est la crise pétrolière, là, il a été plus ou moins financé. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Immédiatement, l'hypothèse qui a été faite, c'est que le choc pétrolier, il est temporaire, les prix du pétrole vont remonter, donc on va essayer de parer au plus pressé, et on a pris des mesures, effectivement, des mesures qui sont, je dirais, qui sont bonnes, c'est-à-dire la dépréciation du dinar. Bon, la dépréciation, c'est quand même 38% de dépréciation entre 2014 et fin 2017. Il y a eu quelques mesures administratives, immédiates, blocage des recrutements dans la fonction publique, mesures administratives pour gestion des importations, etc. Ça, c'est l'approche la plus mauvaise en matière de gestion de crise internationale. Pendant ce temps-là, se faisait un travail sur le modèle de croissance. Ce modèle de croissance a été préparé, mis en place en 2017, mais mis en place pour tout simplement une période de 6 mois. Et le modèle a été suspendu, toutes les réformes ont été suspendues, et nous sommes revenus à la gestion, je dirais, une gestion plutôt hasardeuse de la crise. Vous vous rappelez que on a abandonné le cadre budgétaire à moyen terme qui était un instrument qu'il fallait absolument activer. On a abandonné les réformes alors que nous avions les moyens de mettre en place des réformes. Nous avions les moyens financiers parce que nous avions quand même des réserves conséquentes en 2014. En 2014, nous avions 178 milliards de réserves. Et puis, nous avions aussi un fonds de régulation des recettes, c'est-à-dire un fonds intergénérationnel qui avait 1750 milliards de dinars. Donc, nous avions beaucoup de ressources et on aurait pu donc utiliser ces ressources pour réformer. Mais, à contrario, ce ne sont pas les réformes qu'on fait, ça a été plutôt un financement de la crise. Ce financement de la crise a été même aggravé par une raison que je ne comprendrai jamais, le recours
au financement monétaire du déficit budgétaire des entreprises publiques et du Fonds national des investissements par le recours à la planche à billets. J'ai jamais compris cette mesure alors que nous avions, tous les économistes sérieux de la planète avaient recommandé au gouvernement algérien de ne pas utiliser la création monétaire, parce que l'Algérie avait des ressources, elle avait du temps, elle pouvait se permettre une vision et des réformes. D'ailleurs, un des problèmes du modèle de croissance de l'époque, c'était un modèle, quand je l'ai regardé a posteriori, c'était un modèle qui a été très mal conçu puisque l'ajustement était trop brutal. On voulait passer d'un déficit budgétaire de -1 en 2016 à un déficit surplus de 17% de déficit à un surplus de 1% en l'espace de 4 ans. Ça veut dire un ajustement de 18 points de pourcentage. Personne ne peut faire ce genre d'ajustement. Donc voilà un peu ça. Premier élément, c'est la gestion de la crise de 2014 qui a déséquilibré l'économie. Économie déséquilibrée qui a été fortement endommagée par les deux chocs pétroliers et la pandémie. C'est pour vous dire un peu l'état de non-résilience de l'économie algérienne. Ça, c'est le premier numéro 1. Donc, en 2019, les déséquilibres sont assez importants, mais je pense qu'ils pouvaient être encore gérés, puisque à fin 2019, nous avions quand même des ressources conséquentes, puisqu'il y avait à peu près 65 milliards de dollars de réserves, avec un certain nombre de mesures macroéconomiques, structurelles et sectorielles. Je pense que l'Algérie aurait pu mettre un plan de relance pour sortir de la crise suivant ses propres conditions. D'accord? Mais les chocs pétroliers, les chocs sanitaires se sont manifestés, la situation économique s'est détériorée davantage. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui est extrêmement difficile. Quand vous avez un déficit de 15% en matière de budget, et quand vous avez un déficit de 16% en matière de balance des paiements. Et quand vous avez une croissance qui a reculé de 10 points, et quand vous avez des réserves qui sont plus que de 44 milliards, la situation est extrêmement difficile. Il faut absolument mettre en place des réformes. Nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à financer la crise parce que nous n'avons pas les moyens et le tournant est ici. Il faut prendre le tournant stratégique aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, nous allons directement vers une crise de change. Nous allons directement vers une crise de change et en 2022, même si le pétrole a augmenté un peu, il a augmenté pourquoi? Parce qu'il a augmenté sur la base d'anticipation qu'il y a des plans de relance aux États-Unis, en Asie, donc la demande va augmenter, mais ça, ce sont la volatilité des marchés, il n'y a pas de fondamentaux économiques. Il y a donc le prix du pétrole, il a légèrement augmenté, mais il ne résoudra pas le problème de l'Algérie. Aujourd'hui, il faut prendre des mesures radicales sur le plan macroéconomique, structurel et sectoriel. Sinon, en 2022, nous allons avoir des réserves qui ne suffisent pas à couvrir les besoins de l'Algérie en importation et en règlement de la dette, et nous serons obligés, bien entendu, de faire la tournée des grands-ducs, aller voir les pays amis ou bien voir les organisations internationales qui vont nous attendre de pied ferme. Ce serait quand même terrible qu'un pays qui a engrangé 1000 milliards de dollars entre 2000 et 2019 se retrouve à demander aujourd'hui l'assistance extérieure. Ça, c'est vraiment un problème que je ne comprendrai jamais. J'ai toujours, vous savez, j'ai conduit des tas de missions dans le monde et à chaque fois que je me retrouve face à un pays, je me sentais un peu, je dirais, coupable de l'avoir à mettre en place des mesures très dures, mais in fine, comme me disait mon premier chef, ce sont eux qui ont très mal géré le pays, ce sont eux qui en sont responsables, nous ne sommes que les médecins, nous ne sommes pas responsables de leur maladie. Voilà un peu, grosso modo, ce que je voulais dire pour l'historique de la crise. Quand vous regardez, il y a aussi un élément qui me frappe, c'est que la gestion de la crise est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Les chiffres ne sont plus disponibles. Toutes les sources officielles du gouvernement, que ce soit le website de la Banque centrale, le website du ministère des Finances, le website de l'ONS, il y a une volonté systématique de cacher la réalité. Ce qu'il ne faut jamais faire quand on gère une crise
une crise de cette ampleur. Quand on gère une crise de cette ampleur, il faut être transparent avec la population, parce que la population vit la crise. Deuxièmement, il faut partager les chiffres, il faut avoir un message, il faut expliquer la crise, et il faut donner des objectifs, et il faut faire des rapports périodiques d'avancement des objectifs que nous mettons en œuvre. Donc, quand on regarde la façon dont la crise a été gérée, c'est vraiment, je me gratte la tête et je ne sais pas ce qui se passe. Donc, voilà un peu. Et cette façon de gérer la crise n'est pas nouvelle. L'Algérie a toujours géré ses crises de façon, je dirais, en tant qu'amateur. Si nous prenons par exemple le choc pétrolier de 86, le choc pétrolier de 86, il a été très mal géré aussi. Les premières mesures pour faire face à ce choc ont été prises en 1988. C'était des mesures partielles. Il y avait des mesures budgétaires, il y avait des mesures monétaires, mais il n'y avait pas de mesures de change, il n'y avait pas de mesures sur la dette qui étouffaient l'Algérie. Deuxième round, parce que ces mesures n'ont pas, bien entendu, abouti, le deuxième round de ces mesures, c'est en 1991. Cette fois-ci, on a pris des mesures budgétaires, monétaires et un fort ajustement du taux de change d'à peu près 60%. Mais ces mesures n'avaient pas inclus la mesure fondamentale, c'est-à-dire des mesures sur la dette. Résultat des courses, on a continué à honorer la dette. Je ne comprends pas, il y avait une question de NIF, alors que tout le monde disait ne demander le rééchelonnement. Le rééchelonnement était devenu un mot tabou à l'époque. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous, vous vous rappelez, quand on parlait du rééchelonnement, on pouvait être accusé de trahison, alors que c'est tout simplement un allongement du remboursement des échéances de la dette. Résultat des courses, quand l'Algérie est venue en 94, en mars, je me rappelle, je les ai accueillis, ils étaient complètement perdus. L'Algérie avait 1 milliard de dollars de réserve et un service de la dette d'à peu près 5 milliards. Ça vous donne un peu. J'ai l'impression qu'on s'achemine vers le même mode operandi de la gestion de la crise, que ce soit en 2014 ou maintenant, et c'est ce qui me donne un peu des préoccupations. Ce serait malheureux de se retrouver devant le Fonds monétaire international. Alors, résultat des courses, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut un plan de réforme. Et ce sont des réformes qui sont fondamentales et étalées dans le temps. Première réforme, c'est les réformes. Il faut d'abord stabiliser l'économie. L'économie est fortement déséquilibrée. Le déséquilibre budgétaire, il est de, si on regarde les équilibres budgétaires, pas par rapport au PIB, mais par rapport au coût pour pétrole. Aujourd'hui, le déséquilibre budgétaire calculé par rapport au pétrole, c'est 29%. Or, sur la base de la théorie la théorie du revenu permanent, l'Algérie devrait avoir un déficit d'à peu près 10%. Donc, en matière budgétaire, vous avez donc 19 points de pourcentage d'ajustement à faire. Par rapport à la banque, maintenant, regardons un peu le secteur extérieur. Pour le secteur extérieur, le déficit est de 16%. La norme, nous avons eu l'occasion d'en discuter, vous et moi, professeur ici, la norme c'est 5% pour un pays comme l'Algérie. Donc vous avez un ajustement de 10 points de pourcentage. Alors ces deux indicateurs vous donnent une idée sur l'ampleur de l'ajustement. Cet ajustement ne peut pas être fait en l'espace de 3 ans ni en l'espace de 5 ans. Il va falloir l'étaler dans le temps. Ça, c'est le deuxième élément. Le problème qui va se poser, c'est le financement donc des réformes qu'il va falloir mettre en place. Alors, quelles sont les réformes qu'il faut mettre en place? Il faut prendre d'abord le budget. Au niveau du budget, nous avons un problème de recettes, nous avons un problème de dépenses, nous avons un problème de gestion des investissements et nous avons un problème de structure du financement du déficit. Prenons très rapidement les recettes. En matière de recettes, le taux de recouvrement est d'à peu près 15%, 15,5%. Le taux optimal pour l'Algérie, d'après une étude que nous avons faite il y a 3 ans, c'est 19 points. 19%. Ça veut dire qu'en termes de recettes, il y a une marge de manœuvre pour les autorités de 3 points de pourcentage. Cet écart est dû à quoi? Il est dû d'abord à une politique fiscale des taux et des assiettes fiscales qui sont complètement obsolètes, qui n'ont jamais fait l'objet d'une restructuration, bien que l'Algérie a toujours apporté des touches aux paramètres. Donc il y a une refonte de cette fiscalité qu'il faut prendre en charge. Deuxièmement,
Deuxième facteur qui contribue à un recouvrement inférieur à l'optimum, c'est bien entendu les avantages fiscaux. Les avantages fiscaux en Algérie sont considérables, c'est à peu près 1000 milliards de dinars chaque année, mal ciblés et qui ne portent pas du tout les fruits et qui sont vraiment très efficaces. C'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de la Cour des comptes. D'ailleurs, je vous exhorte à les lire, il y a beaucoup de pépites dans ces rapports. Le troisième facteur qui entraîne bien entendu un recouvrement inférieur à l'optimum, c'est l'administration fiscalo-douanière qui est une administration corrompue, qui est une administration aussi qui est inefficace. On calcule que il faut dépenser 3 dinars pour avoir 1 dinar de rentrée, alors que les normes internationales, c'est 1 dinar et demi pour 1 dinar de rentrée. Donc, c'est une administration qui a, plus il y a des arriérés fiscaux d'à peu près 3500 à 4000 milliards de dinars. Ça, c'est au niveau des recettes. Au niveau des dépenses, si vous regardez les dépenses courantes, vous avez 2 grands postes qui constituent 91% des dépenses courantes. Vous avez les masses salariales et vous avez les subventions. Les subventions, telles que nous les calculons, elles impliquent bien entendu les subventions implicites. C'est à peu près 2400 milliards de dinars. La masse salariale, c'est 2400. Donc, voilà les 2 postes considérables qui pèsent sur les dépenses courantes. Un autre élément, bien entendu, de distorsion, c'est la gestion des investissements publics. La gestion des investissements publics, en dépit des montants consacrés, il y a énormément de distorsion au niveau de l'efficacité du capital. D'abord, il y a une efficacité marginale du capital de 8 par rapport à 1, c'est-à-dire il faut dépenser 8 pour avoir 1, alors que la norme internationale, c'est 3,5, 4. Il y a aussi des retards, il y a bien entendu il y a la corruption, ce qui fait que l'un dans l'autre, la rentabilité des investissements laisse à désirer, d'autant plus que la chaîne de gestion aussi a un certain nombre de failles. Dernier élément, la structure de financement du déficit. La structure du financement d'un déficit budgétaire doit obéir à 2 considérations. Les considérations de viabilité à moyen terme, mais aussi les considérations de préservation de la croissance. Alors, le financement du déficit, quand on le regarde pour les dernières 20 années, c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, de temps en temps, on fait un raid sur les institutions sociales, que création monétaire, appel à l'intervention des banques, le FRR. Il n'y a pas d'approche de la gestion des déficits qui est une approche qui soit équilibrée et qui permette de préserver la croissance tout en visant bien entendu la viabilité budgétaire à moyen terme. Ça, c'est au niveau du budget. Au niveau monétaire, vous avez bien entendu une politique monétaire, vous avez un système bancaire qui est totalement obsolète, qui n'a aucune espèce de, je dirais, d'exigence de performance. Vous avez un système bancaire public qui est en parallèle avec un système bancaire privé. Le système bancaire privé travaille avec les clients, le système public travaille avec ses clients. Donc il n'y a aucune espèce de, je dirais, de norme qui pousse ces banques à être productives, à être efficaces, d'autant plus qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on recourt à la capitalisation. J'ai calculé dans un article que la capitalisation pour des 10-15 dernières années, c'est à peu près 1500 milliards de dinars. Donc ça, c'est le problème. Deuxième problème, la profondeur financière en Algérie est très faible. Si vous regardez la monnaie fiduciaire en dehors du système, je veux dire, non, la monnaie fiduciaire, c'est à peu près 40 à 50% de l'économie, c'est-à-dire nous sommes dans une économie de cash. Et ensuite, vous avez le mécanisme de transmission, bien entendu, de la politique monétaire qui est extrêmement long. Qu'est-ce que ça veut dire, le mécanisme de transmission? Ça veut dire quand la Banque centrale prend une décision sur le taux d'intérêt, il faudrait minimiser le temps pendant lequel elle se répercute et permet aux consommateurs de bénéficier, bien entendu, de ces changements dans les taux. Et vous avez bien entendu donc une profondeur financière qui est extrêmement faible par rapport à un pays de la taille comme l'Algérie. Pour ce qui est du taux de change, le taux de change, vous le savez tous, aujourd'hui le taux de change, il ne reflète pas le marché. D'après nos calculs, c'est clair que après la crise de 2014, le gouverneur a eu une politique extrêmement intéressante, l'Aksassi. Il a bien entendu, face à la rareté des ressources, il a procédé à une dépréciation du dinar. La dépréciation de 2014 et 2017, c'était de 38%. Mais le gouvernement a pris les mesures, dans le cadre des mesures de novembre 2017, de ralentir la dépréciation et bien entendu, ensuite, de recourir à la création monétaire. Alors, entre 2018 et 2019, la dépréciation cumulée, c'est de 9%. Entre 2014 et 2017, c'est de 38%. Il fallait continuer, mais bien entendu, il fallait y aller
progressivement. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons un taux de change qui est surévalué. Il est surévalué, il y a à peu près, d'après nos calculs, quelque chose comme 40% de surévaluation. Je vous rappelle que le taux de change d'équilibre, ce n'est pas le taux de change sur le marché parallèle. Ce n'est pas le taux de change officiel, c'est un taux qui est calculé entre les deux. Pourquoi? Parce que le taux du marché parallèle comprend bien entendu, des opérations illégales et criminelles. Donc, il ne reflète pas. Le taux de change aujourd'hui d'équilibre de l'Algérie, ce sera environ 160. Ce qui veut dire qu'il va falloir, bien entendu, l'ajuster, mais éviter de l'ajuster brutalement. Il va falloir l'ajuster de façon, je dirais, progressive pour que le choc puisse être absorbé et pour que la politique monétaire puisse trouver des mesures d'atténuation de la liquidité qui va sans ce niveau. Donc, voilà. Sur le plan des réformes structurelles, je dirais sur le plan structurel, nous avons une économie qui est, bien entendu, une économie mono-exportatrice, avec un grand nombre de rigidités, une administration tatillonne, une corruption, un système bancaire obsolète, etc. Vous connaissez le pays beaucoup mieux que moi, vous le vivez tous les jours. Donc, face à cela, compte tenu de tout ça, il est clair que nous ne pouvons pas faire repartir l'économie sur la base d'une, je dirais, d'une réforme du système actuel. Il faut refonder l'économie. Il faut recréer un nouveau modèle. Il faut recréer un nouveau modèle. Une économie hors pétrole, une économie performante, une économie tournée vers l'extérieur. Donc, il faut ce genre d'économie. Donc, il faut se donner une vision sur les 40, 50 ou 30 prochaines années. Et conformément à cette vision sur les 30, 40 prochaines années, parce qu'il faut toujours voir ce qu'on veut faire de ce pays. Il va falloir donc un plan d'action articulé autour des réformes sur le plan macroéconomique. Pourquoi macroéconomique? Parce que l'économie est malade, il va falloir la remettre sur pied. Sur le plan macroéconomique, donc pour gérer aussi la demande. Sur le plan structurel, pour améliorer de la gestion macroéconomique, parce que notre gestion macroéconomique laisse à désirer, et puis il n'y a pas des habitudes de gestion macro. Et sur le plan sectoriel, de manière à miser sur l'avenir du pays, on devrait miser en Algérie, nous discutions, vous et moi, professeur ici, il va falloir miser sur le numérique, il va falloir miser sur le vert, bien entendu, en combinant des plans de relance sur les secteurs de l'agriculture, de la manufacture, etc. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire très rapidement, et je pense que c'est incontournable. Alors, je suis un peu inquiet parce que j'attends chaque jour de voir s'il y a une vision, et s'il y a plutôt une visibilité. Il n'y a toujours pas de visibilité sur ce que le pays doit faire. Le pays doit aller vite, le temps joue contre l'Algérie, malheureusement. J'ai eu l'occasion de le dire aux officiels, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils vous écoutent gentiment, en privé, je leur ai fait des notes, mais rien ne se passe sur le terrain. C'est à croire que la disponibilité d'une quarantaine de milliards de dollars au jour d'aujourd'hui est en train de peser énormément. Voilà un peu les grandes lignes de ce que je voulais dire en ouverture. Je suis à votre disposition, professeur ici, à la disposition de votre auditoire. Merci beaucoup. Je vous remercie, Dr Bsaha, pour votre brillante conférence. Vous nous avez beaucoup éclairé sur la situation de crise grave que vit notre pays et préparé aux difficultés que nous allons vivre pour nous en sortir avec les réformes incontournables qui nous attendent. Nul doute que le débat sera